Regard sur l'actu. Regard sur l'actualité à l'aune de l'Anthropocène. Regard sur l'actu. Tant qu'il y a d'un côté des manifestants, de l'autre nous n'en sortons pas. Et voici que s'installent à mes côtés mes camarades de Regard sur l'actualité, Emma Novelle, François de Gasperi et le petit nouveau chez Radio Anthropocène, Damien Rondepierre. Bonjour Emma, bonjour François, bonjour Damien. Bonjour Florian. Bonjour. Et nous accueillons Charlotte Girard, directrice de la transition RSE et innovation chez SNCF Immobilier pour son coup d'œil sur l'actu. L'actu. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil sur l'actu Avec l'invité. L'invité des regards. Charlotte Girard, vous êtes directrice transition RSE et innovation au sein de SNCF Immobilier depuis le 1er novembre 2021. Vous étiez auparavant directrice projet et développement également au sein de SNCF Immobilier. Vous vous intéressez aux projets liés à l'urbanisme transitoire, aux nouvelles urbanités et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui au cours de cet entretien. Alors pour débuter cette conversation, nous aimerions revenir précisément sur ce changement d'affectation institutionnelle et comprendre peut-être ce que signifie pour vous ce passage de la direction projet et développement vers la direction transition RSE et innovation. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette transition dans vos missions et de cette direction, de ce que cette direction signifie pour la politique interne de SNCF Immobilier ? Bonsoir, merci beaucoup pour ces questions. Alors, beaucoup de choses à évoquer. Certainement, pour l'entreprise SNCF, il y a aujourd'hui, depuis en tout cas juin 2021, une nouvelle transition autour de la question écologique qui est en place, avec une politique qui a été validée et qui est donc désormais un plan d'entreprise pour la SNCF. Et donc, il était nécessaire qu'au sein de SNCF Immobilier, on ait cette direction transition RSE et innovation pour justement accompagner ce plan d'entreprise qui est très important et qui vise à justement aujourd'hui trouver ces solutions pour avoir une transition écologique la plus juste et la plus juste sur les territoires et la plus juste aussi en termes social et économiques. Peut-être je peux poursuivre par rapport au changement, par rapport au fait d'être sur les sujets plus projets, plus opérationnels. On s'est rendu compte qu'il y avait certainement nécessité à avoir une vision plus transverse des questionnements et des missions de SNCF Immobilier. Aujourd'hui, on s'occupe à la fois de foncier, on s'occupe aussi de bâtiments de production comme des technicentres et on s'occupe aussi de logements. Et chacun a ses propres logiques et ses propres questionnements. Mais il nous semblait, par exemple, sur des sujets tels que l'énergie, les matériaux, l'occupation des sols, qu'on aurait tout intérêt à regarder collectivement en fait, ces sujets, quel que soit finalement le métier dans lequel on pouvait être. À propos de ces bâtiments vacants, on parle souvent de votre stratégie de réinvestissement des friches ou d'anciens bâtiments. Pourriez-vous nous expliquer les types d'usages qui sont promus au sein de ces espaces reconvertis ? Oui, alors on a commencé en fait à la création de SNCF Immobilier en 2015 à s'interroger sur cette question du bâtiment vacant ou des terrains vacants. Surtout au début, là où on savait qu'un projet allait arriver, un projet urbain, et on se disait ça va être long. Et il faut qu'on trouve une façon d'accompagner en fait la transformation parce que souvent c'est des enceintes très grandes qui étaient industrielles depuis plusieurs dizaines d'années et qui d'un coup vont changer et c'est des changements qui sont en fait très lourds et très parfois compliqués et on s'est dit il faut qu'on accompagne et pour accompagner le mieux c'est d'être sur place et donc on a regardé ces sites et finalement en particulier parce que les artistes, le monde de la culture nous avait interpellés aussi sur ces sites et nous avait montré qu'il y avait certainement un usage nouveau qu'on pouvait envisager. Et donc on a commencé comme ça, pas sur tout. On a choisi des sites, on a choisi des bâtiments, on a aussi choisi des occupants. Et selon le projet, le moment où on était, on s'est dit ça c'est la bonne idée au bon endroit pour ce moment-là. Et donc en fait dans ce qu'on a pu pour l'instant réaliser, mais au démarrage, on était sur quelques mois. Aujourd'hui, on est sur des projets où on donne le droit d'occupation sur 10 ans, voire 12 ans, voire 15 ans. Et désormais, on va être sur des sujets très mixtes qui peuvent être à la fois des lieux de production, qui peuvent être à la fois de la question de mobilité, de SS, d'hébergement d'urgence. Voilà. Aujourd'hui, je dirais que tous les usages qu'on peut trouver ou qu'on peut inventer sont bienvenus dans ces sites qui eux-mêmes sont en transition.
Et vous parlez de choix de sites et de différentes actions. Quelles sont les lignes directrices, les lignes motrices de celles-ci et peut-être même leur distinction selon le territoire d'installation? Alors, c'est vrai qu'au démarrage, c'est ce que j'évoquais, on a fait au plus simple, c'est-à-dire on savait qu'on avait des grands enterrements qui allaient être transformés au cœur des villes. Donc on a commencé à travailler sur ces sites. Vous connaissez certainement Grande Contrôle à Paris, Cité Fertile, les Luciens à Rouen. Voilà, donc ça c'est des choses qui étaient au démarrage dans les initiatives. Aujourd'hui on travaille sur des territoires type Avignon, on a un tripostal, on travaille sur des échelles qui sont d'autres échelles urbaines et demain on commence aussi à regarder dans ce qu'on appelle petites villes de demain ou des territoires beaucoup moins urbains, mais aussi pour des usages certainement différents qui peuvent être par exemple une installation photovoltaïque temporaire. Enfin voilà, on est persuadé que la question du temps est une donnée de projet qu'on a peu investiguée aujourd'hui, en tout cas pas autant qu'on pourrait le faire. Et travailler sur cette question du temps, c'est aussi une façon d'économiser finalement des matériaux, des bâtiments, en se disant que on peut accueillir plusieurs usages dans un même bâtiment ou sur un même terrain. Ça s'organise, c'est vrai, c'est une gestion différente. Et par rapport à vos questions, comment on a choisi, c'était à la fois le fait qu'on ait un territoire qui rendait possible ces occupations et aussi qu'on avait des porteurs de projets et une collectivité et un système de gestion qui allait permettre de l'accompagnement. Parce qu'encore une fois, peut-être ce qui nous différencie avec certains autres projets, c'est qu'on reste finalement présent tout le temps. C'est-à-dire même pendant ces occupations transitoires, on est très présent. Il ne s'agit pas de confier un site et de revenir 3 ans après. On accompagne, on suit et on regarde comment ça fonctionne. Et c'est une sorte de lieu de recherche-développement à taille réelle, en fait. Et ça nous permet aussi de tester des idées en termes de transformation de ces morceaux de ville, souvent très grands, anciens, et où il n'est pas si simple de trouver la bonne idée. Je voulais juste poser une dernière question, c'est est-ce que vous pouvez avoir des problèmes de coordination avec les municipalités? Vous parlez d'action cœur de ville ou de l'action petite ville de demain. Est-ce que ça peut être un frein à ce réengagement dans ces espaces-là? Comment est-ce que ça se passe? Alors, c'est une très bonne question. Je pense à un site à Lunel sur lequel on travaille avec par exemple La Preuve Passette et Patrick Bouchin à l'origine. Et donc en effet c'était un site qui est finalement apparu parce qu'il y a eu un projet autour de la gare de ce qu'on appelle les PEM, les pôles d'échange multimodaux. Et il était caché par des bâtiments, par des arbres et d'un coup on a vu surgir ce bâtiment. Et c'est vrai qu'au démarrage on était peut-être... la collectivité avait une certaine réticence à ce qu'on développe ce projet transitoire. Et aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse, puisqu'on vient de re-signer une convention et un protocole avec la ville et la communauté qui, finalement, se rend compte aussi de l'intérêt de modifier le mode projet et de s'interroger sur la façon dont on fait du projet pour réussir justement ces transformations. Donc voilà, je pense qu'il y a des endroits où ça prend du temps et c'est normal parce que c'est très particulier. Et d'ailleurs, ça nous fait nous souvenir aussi que notre patrimoine et notre immobilier ferroviaire, pour le cas de Lunel, c'est l'ancienne gare de Lunel qui a été un économa, qui a toute une histoire très intéressante. Finalement, on lui apporte certes une nouvelle vie, mais c'est peut-être sa 5e, 6e, 7e vie de ce bâtiment. Et ça nous remet aussi dans une histoire beaucoup plus longue et assez intéressante sur le territoire. Je vous invite à aller voir à l'occasion, mais un très beau projet. Alors, on l'a peut-être pas dit encore, mais vous êtes à la tête d'un des patrimoines fonciers les plus importants du territoire français, si je ne m'abuse. Vous êtes le 2e propriétaire foncier français. On aimerait revenir avec vous peut-être sur les limites et les conséquences de ces stratégies de reconversion d'espaces en friche, et notamment en quartier de centre urbain. On le sait, l'urbanisme transitoire participe parfois à des processus de gentrification dans ces quartiers centraux. Comment SNCF Immobilier prend en compte ce type de problématique dans la requalification de ces espaces ? Alors, c'est un sujet sur lequel je ne suis pas certaine que ce soit si simple ou si démontré en réalité que l'urbanisme transitoire créerait de la gentrification. En tout cas, c'est quelque chose qu'on a mis sous étude. On a pris quelqu'un en thèse cifre qui a fait tout un travail qui s'appelle Juliette Pinard sur l'urbanisme transitoire, justement parce qu'on se posait pas mal de questions. On mène aussi pas mal on mène des études pour interroger justement comment fonctionnent ces lieux. Alors,
2 points. Souvent, il y a un biais aussi dans la lecture de ces endroits, puisqu'on y va finalement aux heures qui nous correspondent, donc peut-être plus le week-end en soirée. Si vous y allez en semaine à 15h, vous allez voir des personnes âgées, des scolaires, et finalement les gens qu'on ne voit pas souvent dans les villes, parce que là, c'est une emprise qui est plus ou moins sécurisée par rapport au son environnement. Donc, je pense qu'il y a aussi ça nous fait avant tout redécouvrir des espaces urbains qu'on avait oubliés. Je pense à l'histoire de la station Porte d'Aubervilliers. Personne n'allait dans ce territoire et quand on a vu apparaître sur Google Maps le petit symbole, on s'est dit voilà, il se passe quelque chose. Alors on peut trouver que c'est de la gentrification. Maintenant, vu la situation dont on part, il y a une certaine marge. Et nous, ce qu'on essaie de prôner, alors c'est pas si simple, mais c'est qu'on est aussi bailleur et on a aussi un parc de logement et de logement social. Et l'idée, c'est justement que la ville, c'est à la fois des lieux qui peuvent être des lieux type tiers-lieux, orientés vers l'ESS ou vers des activités plus festives, mais c'est aussi des logements, du logement social, et il faut faire tout ça, il ne faut pas faire que l'un ou que l'autre, sinon en effet on aura de la gentrification. Donc pour moi la gentrification c'est plus adapté peut-être à des territoires où l'acteur public a un peu laissé la main peut-être et moins présent dans la politique urbaine. En tout cas je ne sais pas si ça peut vraiment s'appliquer en France aujourd'hui, c'est une question, hein. Je me permets de rebondir là-dessus. J'aimerais vous interroger sur la distinction que vous pouvez être sur la gentrification entre un processus qui serait plutôt institutionnel, socio-économique, et un autre qui serait plutôt socio-culturel, lié aux pratiques des habitants. Et en prenant un exemple assez concret, celui de territoire à Jean Massé à Lyon, oui. qui est clairement un espace en gentrification. Et ces processus liés à des activités culturelles sur cet espace-là, où il y a tout de même assez peu de logements sociaux, ou en tout cas qui est plutôt à la marge du quartier, entre un quartier en gentrification et un quartier fourni de ZAC, ou en tout cas peut correspondre à un pôle de processus de gentrification. Et dans ces cas-là, comment est-ce que vous réussissez à faire la balance entre votre activité de bailleur et le reste ? Nous, on n'est pas tout seul. Déjà, je pense qu'il faut remettre notre action. Oui, on est le deuxième propriétaire, mais c'est avant tout un domaine public qui appartient à tous les Français. Donc, ça, c'est important aussi de signaler ce point. Ce qui est intéressant par rapport à des sites comme Jean Massé ou autres, c'est qu'en réalité, c'est aussi une époque. Ça a été des projets qu'on a sortis à une certaine époque. Et aujourd'hui, dans les appels à projets qu'on peut réaliser, par exemple, justement, on ouvre à d'autres usages parce que c'est aussi la façon, si vous avez un lieu de production, si vous avez un lieu de formation, si vous avez des sujets de santé, dans la programmation de ces espaces, c'est pas le même type d'usage, c'est pas le même type de public. Maintenant, je sais pas si ça suffira, très honnêtement. Je compare à d'autres cas dans Paris, on a mis beaucoup l'accent sur des sujets par exemple autour de recyclerie pour des plantes ou des choses comme ça. Il est vrai que c'est pas si simple. Et j'ai en tête d'autres exemples. On était dans des quartiers pas simples socialement, où on se disait il suffit d'ouvrir le lieu et les gens vont venir. Et en plus, on a fait une programmation essentiellement gratuite. Et en fait, c'est pas ce qui se passait. Voilà. Donc, je pense que le sujet est très vaste et dépasse nos propres fonciers. Et en guise de conclusion très brève, on l'a dit, vous êtes à la tête de la stratégie de transition pour le groupe SNCF Immobilier. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de bifurcation, de redirection. Comment on s'empare de ces sujets à la SNCF Immobilier ? Est-ce qu'on a toujours intérêt à construire sur ces espaces en fait ? Alors, vous n'étiez pas à la conférence précédente. Si, tout à fait, j'y étais. Si vous y étiez, alors ça va. Non, mais justement, la question, elle est là, c'est ce que j'évoquais, c'est qu'on a un prisme dans la façon d'aborder la question foncière qui est très urbain. Mais nous, le foncier, il est partout sur le territoire, dans des situations très variées. On est présent dans quasiment toutes les villes de plus de 10 000 habitants, et c'est la petite halle que vous voyez quand vous quittez la gare. C'est des choses tellement variées que, oui, je comprends, il y a eu en tout cas une concentration des énergies et des regards sur les cœurs métropolitains. Le post-métropole, le post-carbone, on ne l'a pas déclaré tout seul, c'est la société d'aujourd'hui et de demain. Donc oui, bien sûr, il y a des bifurcations à faire. La question que moi je comprends derrière ça, c'est comment on l'a fait à moindre mal, entre guillemets, socialement et économiquement, pour que justement ce soit une bifurcation positive ou heureuse, comme on peut dire de temps en temps.
Voilà, donc nous, c'est ce sujet-là qu'on souhaite travailler. Eh bien, merci beaucoup, Charlotte Girard. Le temps nous manque un petit peu pour Toujours. prolonger cet entretien. Je rappelle que vous êtes directrice de la transition RSE et innovation chez SNCF Immobilier. Et à bientôt sur Radio Anthropocène. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Regard sur l'actu. Regard Anthropocène sur l'actualité.